Bien le bonjour et bienvenue à cette édition du magazine Pêle-mêle. Sylvielle Bergeron au microphone, je vous accompagne jusqu'à 13h. Aujourd'hui, je reçois et j'ai l'insigne honneur de recevoir Mélanie Gagné, belle et jeune fille, qui vient tout juste de lancer un ouvrage. Il est d'ailleurs en ligne, c'est tout chaud, sorti des presses, presque, oui. Il n'est pas encore publié physiquement, là, c'est l'étape de la prévente en ce moment. Prévente en ligne, déjà, on en parle dans quelques instants. Alors, Mélanie est avec nous aujourd'hui. On l'a déjà accueillie à l'émission il y a quelque temps, 2 fois plutôt qu'une, voire 3. Une fois au magazine Art d'œuvre sur la terrasse du bar Loubar. En fait, on s'était rencontrés à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et ensuite, je t'avais invité ici pour un pêle-mêle hebdomadaire, comme aujourd'hui. Une autre fois, cet hiver aussi, pendant la pandémie, enfin, je pourrais pas dire quelle date, on s'en souvient pas, ça passe tellement vite, mais déjà, tu mettais sur la table le fait que tu te mettais à l'écriture. Oui, en fait, je me suis mise à l'écriture, ça fait déjà quand même un bon moment, mais je te dirais que c'est vraiment pendant le confinement, donc depuis le mois de mars, là, que je me suis dit, là, je vais m'atteler sérieusement à la tâche de mener mon livre à terme. Et c'est chose faite. Il sera publié, imprimé pour les prochaines semaines, pour le mois de décembre. Oui, donc je croise les doigts pour qu'il soit imprimé au début du mois de décembre. Et c'est tout un défi que d'écrire. Tout à fait, oui. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de silence, de relecture, de correction, de lâcher prise, de concentration. Donc, la pandémie a été un bon moment pour faire ça. De toute façon, on était confinés, on se retrouvait face à soi-même. Belle occasion de faire ce travail. Oui, vraiment. Pour moi, la pandémie, c'est un moment où on a vécu ce que j'appelle une déconversion. J'en avais d'ailleurs parlé dans l'émission Hors d'œuvre. Ce que j'appelle une déconversion, mais non religieuse, une déconversion de société. Parce que pour moi, une déconversion, c'est que ce qu'on croyait vrai n'est plus nécessairement vrai. C'est un changement de paradigme. Et je crois que la COVID-19 nous force à changer de paradigme sur la vie, à tranquillement changer nos croyances aussi face à nos vies. Et ça nous propulse dans une grande perte de repères. Donc, certains le vivent très bien. Pour certains, c'est même très avantageux. D'autres vont le vivre plus difficilement. Donc, je pense que, moi, je me suis dit, j'ai vraiment quelque chose à dire aux gens qui traversent cette crise-là. Oui, parce qu'il y en a qui l'ont traversé plus vite que d'autres. Il y en a qui sont encore sous le choc. C'est ce que je lisais ce matin. Et je fais un lien ici avec les élections américaines. C'est 50-50. Hein? Il y en a qui le vivent bien, d'autres pas vraiment. Puis c'est pas fini. C'est ce qu'on peut dire. C'est en cours, effectivement. Allons-y avec une première pièce. Tu as choisi pour nous des pièces aujourd'hui. Celle de Pilou, Nos chemins. Pourquoi celle-là? J'ai rencontré Pilou récemment, en fait. Donc, si ça vous tente de voir l'entrevue que j'ai faite avec lui, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, Mélanie Gagné, Coaching Voyage. Je suis allée visiter son village, Saint-Adrien. Et Pilou est un homme très dynamique, créatif, vraiment inspirant. Et c'est une des chansons qu'il a fait qui me parle beaucoup, des chemins qui se croisent, des gens qu'on croise sur notre route, puis qui nous façonnent aussi là, au fil des rencontres. Donc voilà, je vous la laisse découvrir. On va y aller avec cette pièce, Nos chemins Pilou. D'ailleurs, il y a un vidéoclip avec cette pièce très, très beau en soi.
L'histoire commence sur un nuage. Petite goutte tombée du ciel. Jour gris écrit la première page. De là-haut la terre est si belle. Elle troque sa flaque contre un ruisseau. Petit lac deviendra fleuve. S'il mène à Rome, forcément nos chemins se croisent. Sous les ponts le temps s'écoule et nous mène à la mer. À chacun son départ, à chacun sa rivière. Au bout de tous les couloirs, c'est toujours la même lumière. Laisse la flaque pour le ruisseau, et petit lac deviendra fleuve. S'il mène à Rome, forcément nos chemins se croisent. Sous les ponts, le temps s'écoule et nous mène à la mer. Et la terre, puisqu'elle est belle vue de là-haut. Ici-bas, c'est le ciel qui nous laisse sans mots. Forcément nos chemins se croisent. Sous les ponts le temps s'écoule et nous mène à la mer. Et la terre, qu'est-ce qu'elle est belle vue de là-haut. Ici-bas, c'est le ciel qui nous laisse sans mots. S'il mène à Rome, forcément nos chemins se croisent. Sous les ponts le temps s'écoule et nous mène à la mer. Et la terre, qu'est-ce qu'elle est belle vue de là-haut. Ici-bas, c'est le ciel qui nous laisse sans mots. C'est un beau vidéoclip à voir, vraiment. C'est le temps de la chasse aussi, c'est ce qu'on entendait au début de la pièce musicale, mise en contexte ici. Saint-Adrien, c'est situé en pleine campagne et j'imagine que la chasse est fort bonne de ce côté-là. Donc ça, c'est un des projets que tu mènes, rencontrer des gens, faire le tour d'un village, un petit tour du monde aussi. On va y revenir parce que de fait, j'aimerais qu'on parle, avant de revenir à cet ouvrage, des conversions au processus, parce qu'on a été beaucoup dans le processus et c'est ce qu'on voulait raconter, ce dont on voulait témoigner aussi, mais rappeler ce que tu es, ce que tu as fait aussi, d'où tu viens finalement, qu'est-ce que tu manges à l'automne, et c'est une question que j'aime bien poser, en fait, pour situer les gens, contextualiser notre rencontre aujourd'hui. Bon, qu'est-ce que je mange? Je vais commencer avec ça. Donc, pour ceux qui me connaissent, savent que le chocolat fait vraiment partie de mon alimentation. Mais bon, pour en revenir à mon histoire, donc moi, je suis une fille d'ici, de l'Estrie. J'ai grandi dans une famille bien traditionnelle québécoise, donc catholique non pratiquante. Et en gros, là, je vous résume vraiment en gros, je me suis convertie par choix à la religion chrétienne évangélique quand j'étais adolescente, alors que j'étais vraiment en quête de réponse et de sens pour ma vie. Ensuite, mais je me suis vraiment intensément impliquée dans l'Église évangélique ici en Estrie, ce qui m'a amenée aussi à vivre des projets missionnaires à l'international. Et j'ai été tellement impliquée, en fait, tellement touchée par Dieu que j'en suis devenue missionnaire. Donc, j'ai été missionnaire chrétienne pendant quelques années.
Et c'est à la fin vingtaine que tout d'un coup, un peu comme si je m'étais réveillée dans la mauvaise vie, je me suis dit, je dois quitter pour me retrouver. Et c'est de ça que je vais parler dans le fond, dans mon livre, de tout ce processus de conversion, mes années dans l'Église, mais aussi ensuite, qu'est-ce que ça implique de se déconvertir et de quitter la foi. C'est comme l'apostasie, hein? Oui. Décider de changer ou de ne plus avoir de religion, c'est un travail en soi, c'est un défi aussi. C'est un questionnement, une remise en question. Oui, vraiment. Majeur, en fait. Une grande perte de repères. C'est l'effondrement de notre identité profonde, en fait. Lorsqu'on est vraiment investi dans une religion, et s'il y a des gens croyants qui m'écoutent, ils le sauront, toute notre vie est définie par la foi. Donc, dans mon cas, mes amitiés étaient très chrétiennes, mon travail, c'était d'être missionnaire. J'étais dans un couple aussi. Pour moi, c'était important aussi de choisir un conjoint qui était chrétien. Mes choix musicaux, mes choix de films, tout était vraiment influencé, jusqu'à mes choix de livres. Tout était influencé par la foi. Te souviens-tu, et j'imagine qu'il y a eu un déclencheur, te souviens-tu ce qui est arrivé? Est-ce que c'est arrivé inopinément ou déjà tu portais ce questionnement, ce doute qui doit arriver à tous et chacun au cours de la vie, là? Tout à fait. En fait, j'ai trouvé un graphique là, qui n'apparaît pas dans mon livre, mais ça vous intéresse, il apparaît dans mon mémoire de maîtrise. Donc, vous m'écrirez si vous voulez le voir, mais qui explique le processus de conversion et de déconversion. Et en fait, une déconversion va être graduelle en général. Donc, si, par exemple, je crois à 100% dans la foi en Dieu, en Jésus, éventuellement, il y a des petits doutes qui vont arriver dans ma vie. Et là, je vais me rendre, par exemple, à 80%. Mais là, je peux remonter. La semaine d'après, je suis rendue à 95%. Et là, il y a un autre petit truc qui arrive qui me fait douter. Et là, je peux retomber à 78%. Donc, si vous voyez le tableau, ça fait des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et tranquillement, ça descend. Il y a des gens qui vont passer leur vie comme ça, avoir des doutes. Parce que oui, la foi inclut avoir des doutes. Il y en a qui vont être heureux dans cette foi toute leur vie. Par contre, il y en a d'autres, comme moi, où il y aura un événement ou une parole ou quelque chose qui va arriver, qui va être vraiment un point de brisure, de cassure, et là, on tombe dans vraiment un processus réel de déconversion majeure. Ah oui, puis quel est ce déclencheur, cette parole, cet événement? On s'en souvient, c'est clair comme de l'eau de roche? C'est plus qu'un événement, je vous dirais. Dans mon cas, ça a commencé par la quête de reconnecter au deuil de mon père, que je n'avais pas vécu quand c'est arrivé. J'en parle dans mon livre, là, d'ailleurs. Donc, pour gérer le deuil du père, je me suis tournée vers l'Église. Et c'est un des facteurs là, qui m'a amenée à me tourner vers l'Église. Donc, des années plus tard, en commençant à explorer ce deuil-là, j'ai commencé à recontacter l'enfant en moi et j'ai réalisé que je l'avais vraiment perdu en cours de route. Puis ensuite, là... L'enfant ou le père? Ou j'ai les perdu, deux? Oui, c'est mon enfant, en fait, mon enfant intérieur qui s'extasiait devant la vie, qui était tellement libre. Donc, si je peux clarifier, là, de réexplorer le deuil de mon père, ça m'a amené à des plus grands questionnements, un plus grand cheminement intérieur, une quête. Là, donc, j'ai commencé à aller en psychothérapie. Et ça m'a amené à réaliser que la petite fille que j'étais, qui s'extasiait devant la vie, je l'avais perdue quelque part en route, dans un monde qui était très nourrissant. Pour moi, le monde de la foi était très nourrissant, mais aussi rempli de règles qui commençaient réellement à m'étouffer. Ah oui, d'accord. Est-ce que ça, c'est aussi venu avec la maîtrise ou si la maîtrise est venue après? La maîtrise est venue après, en fait. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté. Et là, en quittant, quand on est chrétien et que ma job, c'est d'être missionnaire, ça veut dire que je perds mon travail. J'ai quitté aussi mon mari avec qui j'étais à l'époque. J'ai perdu tous mes amis, ma communauté. Et suite à ça, je me suis dit que j'allais retourner aux études pour faire une maîtrise en éducation. Parce que, dans le fond, moi, j'ai des études, un baccalauréat en éducation. Et finalement, une fois à la maîtrise en éducation, c'est un des professeurs qui m'a identifié assez rapidement. Il m'a dit « Mélanie, ta vraie place est en psychosociologie. » J'en parle vraiment plus en détail dans mon livre, d'ailleurs, de qu'est-ce que c'est cette maîtrise en psychosociologie à Rimouski, qui a complètement transformé ma vie. Et je dois dire que les gens
Donc, je les appelle mes alliés, les gens qui ont fait la maîtrise avec moi, ainsi que les professeurs, ont joué un énorme rôle dans l'acceptation de mon histoire, de ce que je vivais, la déculpabilisation aussi, la normalisation de ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là. Oui. Qu'est-ce que c'est la psychosociologie? On s'en doute, là, mais en quelques mots. Psychosociologie, donc le programme de Rimouski est unique. C'est l'étude de ses propres pratiques. Donc, on s'en va faire une maîtrise qui transforme notre vie, où on étudie soit nos pratiques personnelles, professionnelles, relationnelles, familiales, ou, dans mon cas, spirituelles. Et toi, tu avais un passé assez présent aussi pour le regarder, finalement. Oui, tout à fait. J'étais vraiment dans ce que j'appelais à l'époque, d'ailleurs, une crise de vie. J'avais pas d'autres mots que de dire « je suis en crise de vie et je ne comprends pas ce qui m'arrive ». Ce que je sais, c'est que je dois sortir, j'ai dû sortir de ce que je connaissais sans comprendre ce qui se passait. C'était vraiment confus pour moi. Et je me souviens d'avoir dit souvent « j'aimerais tellement avoir les mots pour exprimer aux gens la profondeur de la douleur que je vis et je n'y arrive pas ». Et c'est en 4e année de maîtrise, donc dans ma dernière année, j'étais en rédaction déjà, où une amie m'a envoyé une vidéo et le vidéo se nommait en anglais « Deconversion ». C'est un mot que je ne connaissais pas, qui sonnait vraiment nouveau. En fait, d'ailleurs, écrivez-le dans Word sur votre ordinateur et surlignez rouge, hein, parce que c'est une erreur. C'est un mot qui n'existe pas vraiment. Mais quand j'ai trouvé ce mot-là, j'ai pu faire des recherches et je suis tombée sur d'autres recherches qui se font aux États-Unis sur des gens qui quittent des milieux religieux. Et c'est là que j'ai compris que ce que je vivais en termes même de symptômes, donc angoisse, anxiété, perte de repères, etc., même goût de mourir, tout ça, ce sont des symptômes de quelqu'un qui vit une déconversion. Oui. Bien, la pandémie, ça doit avoir bougé des choses, surtout qu'on replonge dans l'écriture, dans tout ce passé, ce processus. On va parler d'un processus aussi qui n'est jamais terminé, j'imagine, parce qu'il y aura peut-être une suite à cet ouvrage des conversions. Pour tout de suite, on va y aller en musique, si tu le permets. Zaz, que tu aimes bien. Oui. On n'a pas trouvé la pièce que tu cherchais. Donc, j'avais proposé Baba Yetu, qui est en fait le Notre Père en Swahili. Je trouvais que ça représentait bien mon cheminement dans l'Église et c'est une superbe chanson. Je vous invite à la chercher sur YouTube de Christopher Tin, T-I-N. Ben moi, j'ai choisi plutôt pour compenser. Demain, c'est toi. Tiens, Parfait. Ça fait un lien. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite, si grands que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens.
demain c'est toi. Je suis toujours en compagnie de Mélanie Gagné qui nous parle de sa vie, de son parcours, de son processus. C'est un ouvrage déjà en ligne, mais qui sera imprimé pour le mois de décembre. On le souhaite à tout le moins. Ça s'intitule « Déconversion ». Ça tombe bien parce que c'est le Salon du livre de Montréal qui sera en virtuel, bien sûr, avec toutes sortes de discussions, dédicaces. Eh bien, moi, j'en ai profité pour inviter Mélanie nous parler de cet ouvrage ici, « Déconversion ». Donc, un premier qui a demandé du travail, c'est un processus ici. Donc, qui a demandé beaucoup de travail. Tu pensais pas que ça demanderait autant de temps? Non, mais ça a été un processus que j'ai adoré. Donc, je vais commencer tout d'abord. Ça fait quelques fois qu'on dit qu'il est disponible en ligne. Je vais vous inviter, si ça vous tente, d'aller sur mon site web si vous voulez aller voir là, comment vous le procurer, avoir plus d'informations. Donc, mélaniegagné.com dans la section boutique. mélaniegagné.com, section boutique. Mais le processus, oui. Donc, pour publier un livre au Québec, on a différentes options, hein, maison d'édition, à compte d'auteur ou autopublication. Moi, pour différentes raisons, je n'irai pas nécessairement dans tous les détails, mais j'avais choisi l'option de l'autopublication pour, entre autres, là, c'est mon bébé, hein, c'est une autobiographie, donc garder un œil, un contrôle là, jusqu'à la fin du processus. Et j'ai 2 amis qui se sont joints à moi, qui m'ont dit « Nous, Mélanie, on aimerait ça être à tes côtés pour t'aider dans ce processus-là. » Donc, je les ai engagés, une comme traductrice. Donc, le livre sera disponible en anglais dans quelques mois. Et l'autre, project manager, je dirais. Ah oui. Donc, un gérant. Un agent. Alexandre, donc, m'aidait avec la mise en page. C'est pas tout, d'écrire un document Word pour un livre, mais il faut le mettre en page, ce livre-là. Donc, Alexandre et moi, on travaille depuis des mois sur le processus de mettre le livre en page et c'est hyper intéressant, tous les détails qu'on doit apprendre pour publier un livre qui a l'air quand même professionnel. Je vous donne juste il est fort beau, là. Il est très, très beau. Je vous donne juste un petit exemple que dans le fond, le logiciel va calculer quand même de façon automatique, mais vous remarquerez que dans tous les livres, la dernière ligne du bas de chaque page termine exactement à la même hauteur. Donc, quand le logiciel n'est pas capable de nous aider à faire terminer à la bonne hauteur, et bien là, Alexandre et moi, on devait faire des choix. On change des mots, on change une lettre, on force une césure. C'est très, très, très intéressant. Oui, puis pas de veuve aussi, pas de phrase seule en bas de page. Exact. Oui, c'est typographique. Ça fait partie de la beauté de l'ouvrage. C'est une œuvre d'art, c'est un objet d'art. Un livre, faut-il le dire. Oui, je suis vraiment d'accord. Surtout, en tout cas, moi, je suis bien excitée, là. Tu m'as vu tantôt, Sylvie, en entrant dans le studio. Je disais, là, ma prévente vient juste d'être lancée. Je me sens survoltée. Moi, je suis vraiment excitée. Choix de la couverture et choix aussi de la 4e de couverture, ce qu'on met derrière. On dit, parce que là, c'est une image de toi. Oui, c'est ça. Oui. Et on dit que quand on voit le visage d'une personne, de l'auteur, de l'autrice, c'est plus vendeur. Et dans le cas présent, ça attire vraiment l'attention avec le titre. Parlons-en de la couverture. Hein? Oui. Pour moi, j'ai refusé pendant des mois de mettre mon visage comme ça en page couverture. Je trouvais que ça faisait prétentieux. Je suis pas quelqu'un qui est connu. Donc, pourquoi est-ce que les gens achèteraient un livre avec mon visage sur la couverture? Et je vous dirais que même le titre, donc aujourd'hui, Déconversion, je refusais aussi de mettre le titre Déconversion pendant très longtemps parce que je trouve que c'est un mot, comme je disais tantôt, qui n'existe pas vraiment. Donc, quelqu'un aurait vu Déconversion avec un autre genre d'image, n'aurait peut-être pas saisi le concept. Donc, j'avais pensé à d'autres titres. Jusqu'à temps qu'on se rende à Beauvoir, donc avec Alexandre, qui est aussi mon photographe, on s'est rendu à Beauvoir, ici en Estrie, et on a fait une séance photo à Beauvoir, et en se promenant sur le terrain, on a trouvé un confessionnal extérieur,
Et donc, vous verrez que la couverture de mon livre, c'est mon visage à travers une croix et c'est en fait une porte. Donc, on ne sait pas que c'est une porte quand on regarde le livre, mais c'est la porte du confessionnal extérieur dans laquelle j'ai mis mon visage. Et là, Alexandre a pris quelques clichés. Et quand on a regardé les clichés sur son appareil photo, ça a été notre eureka de couverture. Les deux, on a su que c'était ça. Et grâce au fait que l'image parle vraiment d'elle-même, on a pensé que Déconversion serait un titre approprié. Chaque chose en son temps. Effectivement. Hein? Chaque chose arrive en son temps. 4e de couverture, elle est fort belle aussi. Donc oui, 4e de couverture, on y retrouve, je vous lis là, la grande phrase, « Un livre témoignage parsemé d'exercices concrets pour vous accompagner sur votre propre chemin de croissance personnelle, parce que c'est un livre où, oui, je parle de mon histoire, mais à la fin de chaque chapitre, on retrouve aussi des exercices plus style art-thérapie, journal créatif, pour vous accompagner si vous vivez une transition majeure de vie, que ce soit une crise de foi ou un divorce, une perte d'emploi, une grande transition majeure de vie. Et vous retrouverez aussi une ombre chinoise en forme de phénix, parce que le phénix, pour moi, représente en fait réellement ce que j'ai vécu, donc la mort. Je suis... en sortant de l'église, ça a été extrêmement douloureux et il y a vraiment une Mélanie qui est morte à ce moment-là et en fait, ça a été une mort lente là, sur quelques années pour ensuite me relever de mes cendres et me relever plus forte que jamais, je pense plus heureuse aussi que jamais. Donc, le phénix orne la 4e de couverture de mon livre. Ça arrive à un bon moment dans la vie où aussi c'est comme un bilan et une relancée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est un peu de faire honneur au passage que j'ai traversé, de me le rappeler à moi-même, de le partager à d'autres. Je le partage aussi parce que plusieurs personnes m'ont demandé de l'écrire, mon histoire. Autant des gens qui m'ont connue missionnaire, des amis qui sont chrétiens, que des gens que j'ai rencontrés au fil de mes voyages, qui en apprennent un petit peu plus sur ma vie et qui disent « mais on aimerait pouvoir lire ton histoire ». Donc oui, un beau bilan grâce à la demande, entre autres, là, de gens qui m'entourent. Déconversion, Mélanie Gagné, on y revient puisque c'est le temps des publicités et des promotions. Daniel Bélanger ici, Parsimonia. Et c'est le lien que je vais faire. Tu as travaillé avec parcimonie, faut-il le dire, parce qu'il y a plusieurs détails, des menus détails. On dit que
le diable se trouve dans les détails ici et je suis convaincue de ton perfectionnisme ici. L'auto-publication, je dirais que ça te convenait bien parce que toi, tu es une fille de projet, si je peux me permettre. Vraiment. Oui, vouloir contrôler ce que je fais, ce que tu fais, avec raison aussi. Oui, tout à fait. Garder un œil là, sur tout le processus, puis au-delà de garder un œil, je me rends compte que effectivement que je suis une femme de projet et j'aime vivre le processus. Donc, même je parlais de la maîtrise tout à l'heure, moi, j'ai pas fait de maîtrise juste pour le papier au bout, mais vraiment pour vivre le processus. Donc, d'être en autopublication avec 2 amis, je tiens à les nommer Josiane Larose, ma traductrice, et Alexandre Gauvin, maintenant mon éditeur en fait. Ça m'a extrêmement motivée de vivre le processus à leur côté et d'être accompagnée jusqu'à la fin, jusqu'à ce matin même où Josiane m'écrivait et me coachait pour ma campagne de pré-vente là, sur Instagram, sur Facebook. Donc, c'est ça. Je vis le processus de A à Z en étant accompagnée. Il y a une autre personne aussi qui est liée au projet. Tu voulais en parler? Oui, donc, en fait, je vais juste terminer l'autopublication en disant que finalement, je m'auto-publie dans le sens que je finance mon projet, mais par contre, Alexandre a décidé d'ouvrir sa maison d'édition pour plusieurs raisons, mais aussi parce que j'ai d'autres projets de livres. J'imagine qu'on pourra peut-être y revenir. Il a ouvert sa maison d'édition Influence avec un A, et je suis très fière de porter son logo sur mon livre. Et sinon, j'ai approché différents auteurs connus dans le domaine spirituel ou de croissance personnelle pour savoir s'ils voudraient contribuer à une préface. Et c'est en fait Jean-Sébastien Lozo qui a répondu par l'affirmative. Jean-Sébastien a publié un livre sur sa propre histoire il y a quelques années, un livre qui s'appelle « Réveillez-moi, une enfance chez les témoins de Jéhovah ». C'est un homme, son ouvrage m'a beaucoup inspirée alors que moi, je faisais des recherches sur ma propre histoire. Et Jean-Sébastien a contribué à une superbe préface pour mon livre, dont je suis bien fière. Ce que tu disais hors d'onde aussi, et j'aime à le souligner, c'est-à-dire que tu veux pas attaquer les religions, c'est pas ça l'idée. Effectivement. Vraiment pas, c'est très personnel, c'est une démarche personnelle. Oui, tout à fait, vraiment. En fait, même, je tiens à mentionner que j'ai un chapitre dans mon livre, vers la fin du livre, où je parle même de l'héritage, du bel héritage laissé par mon passage dans l'Église, dans ma vie, que ce soit une grande sécurité intérieure, la connexion avec l'amour avec un grand A, ma façon aussi, ça je pense pas que j'en parle dans mon livre, mais quelqu'un me disait récemment, je pressens que ta façon d'être en relation avec les gens a été grandement influencée par ton passage dans l'Église, et je suis bien d'accord avec ça, parce que au-delà d'être une religion, je veux dire, moi j'étais vraiment fascinée par le personnage de Jésus. Et quand on prend le temps de s'intéresser à son parcours à lui, au-delà de la religion, c'est quand même un homme qui est fascinant, tout comme d'autres grands réformateurs dans l'histoire ont été inspirants et fascinants. Donc non, ce n'est pas un livre qui se veut destructeur de la religion, même qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent vers moi, qui ont besoin d'accompagnement, parce qu'ils sont dans une quête spirituelle qui est plus... qui va plus vers la conversion, en fait, vers quelque chose, à n'importe quel genre de philosophie ou de spiritualité. Ça me fait vraiment plaisir de marcher à côté de ces gens-là aussi, parce que je sais ce que c'est de trouver du sens et de chercher aussi du sens. En ce sens-là, serais-tu une pédagogue, c'est-à-dire une accompagnatrice, une passeuse de culture ou une passeuse de quête, en quelque sorte, médiatrice? Tu as parlé de pédagogie, d'éducation. Tantôt, ça, je pense qu'à la base, c'était présent. Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, j'offre différents services. C'est sûr, ma vie professionnelle est assez éclatée. Dans le fond, oui, je suis professeure. En fait, je suis enseignante. Je parle pas à travers mon chapeau en vous disant que mes étudiants, qui sont pour la majorité des gens retraités, vont vous dire que je leur apporte plus que des cours théoriques, mais que je leur apporte vraiment une expérience humaine. Puis ensuite, en ce qui a trait à l'accompagnement humain, effectivement, j'offre des services, que ce soit de l'accompagnement privé, j'offre des cours de journal créatif, et j'organise aussi de façon ponctuelle ce que j'appelle des retraites revivances. Donc, j'en parle dans mon livre aussi. Ce sont des retraites qui s'adressent à des gens
qui vivent des questionnements au niveau de la spiritualité, que ce soit des gens qui ont perdu la foi et qui ont besoin de se retrouver avec d'autres qui ont aussi perdu la foi, ou des gens qui ont des doutes, puis qui ont besoin de se sentir compris. Parce que c'est difficile des fois de se sentir entouré et compris et accueilli dans les milieux religieux. Oui, difficile sans doute pour les gens qui fondamentalement doutent aussi. Hein? Il y en a qui doutent toute la vie. Oui, ben oui. En fait, je crois que même que c'est le propre de l'être humain de douter. Ça permet d'avancer. Oui, voilà. oui. J'y vais avec une pièce de Yann Perrault, si tu le permets, qui s'intitule Guerrière. C'est le portrait qu'on peut te faire. La vie en pleine guerre t'a conduite à être l'amour du soldat. Viens près de moi, guerrière. Viens boire sur mon cœur la rosée rouge. Je suis là pour toi, guerrière. Je te dois une fière chandelle d'éclairer ma terre, d'adoucir mon ciel. Complice d'espace et de temps fou, avec toi, ici et maintenant, n'importe quand, n'importe où. Ta force éveille la mienne. Je dormais au gaz, courais les bordels. Tu apprivoises mes peurs chiennes. Tu éclaires ma terre et adoucis mon ciel. Mon ciel. Lumière, lune d'espérance, soleil de sexe et de mystère. Je vole ton vol et danse ta danse. Soleil de sexe et de mystère. Je vole ton vol et danse ta danse. Ta force éveille la mienne. Je dormais au gaz, courais les bordels. Tu apprivoises mes peurs chiennes. Tu éclaires ma terre et adoucis mon ciel. Mon ciel. Mon ciel. Mon ciel. T'es le plus beau présent que la vie me fait, enfin la fin d'une guerre. T'es le plus beau présent que la vie me fait, enfin la fin d'une guerre. Jusqu'au bout de notre dernière nuit, je serai pour toi âme sœur et cœur frère. Âme sœur et cœur frère. Âme sœur et cœur frère. Ta force éveille la mienne. Je dormais au gaz, courais les bordels. Tu apprivoises mes peurs chiennes. Tu éclaires ma terre et adoucis mon ciel. La, 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 tu éclaires ma terre et adoucis mon ciel. Mon ciel. Mon ciel. Mon ciel. Allez, nettoie ce fusil, camarade. On peut certainement applaudir Mélanie Gagné qui nous offre un ouvrage en ligne ces jours-ci
depuis ce matin, pas plus tard que ce matin, mais qui sera disponible en librairie, j'imagine, en décembre. En fait, en décembre, il va être toujours disponible directement sur mon site web, mélaniegagné.com, section boutique. Et moi, je vais vous l'envoyer, dans le fond, par la poste. Sinon, la nouvelle librairie Appalache, ici, sur la Wellington, a accepté de prendre des copies. Donc, vous pourrez aller directement dans cette belle petite librairie pour les encourager. Oui, découvrir le centre-ville, découvrir cette librairie. Aussi, y aura-t-il des activités de dédicaces, par exemple? J'aimerais beaucoup, mais j'avoue qu'avec la COVID, je ne me suis pas vraiment penchée sur le sujet. Je dois approcher la librairie pour leur demander si une séance de signature serait envisageable. Voilà. Comment est-il construit cet ouvrage ici? Il y a ça comme processus aussi, le penser. Est-ce qu'il y a une progression, des progressions? Comment on l'a envisagé? Donc oui, l'ouvrage est divisé en 3 parties. Donc, première partie va être la conversion. Et vous verrez que juste avant chacune des parties, il y a une belle photo, donc des photos prises aussi par Alexandre Gauvin. Première partie, conversion, qui va vous raconter mon histoire dans la foi. Ensuite, deuxième partie qui va être la déconversion. Et la troisième partie qui est mon aujourd'hui, où j'en suis rendue aujourd'hui. J'en discutais tantôt avec toi, mais je vais le dire en ondes parce que je trouve ça intéressant. Donc, j'espère écrire une suite à ce livre-là parce que j'ai réalisé récemment que comme les films de Jésus ne mettent pas l'accent vraiment sur la résurrection, donc on écoute un film de Jésus, on passe 3 heures devant la télévision et ce qu'on voit, c'est surtout sa vie et toute sa souffrance et sa crucifixion. On voit très peu la résurrection quand pourtant la foi chrétienne, le centre de la foi chrétienne, c'est la résurrection. Sans la résurrection de Jésus, il n'y aurait pas d'église chrétienne aujourd'hui. On en parle très peu dans les films qu'on voit. Et là, moi, j'ai réalisé qu'avec mon livre, je prends le temps de vous partager beaucoup mon processus de conversion, ma vie dans l'Église, et ensuite tout le processus de déconstruction de mes pensées, perte de repères, etc. Donc, pour vraiment vous inviter là, à me suivre là-dedans, à le comprendre. Mais je parle assez peu de mon aujourd'hui et d'où j'en suis rendue. J'en parle, j'en glisse un mot, mais pas en détail. Donc, j'espère faire une suite. Mais tu es bien jeune aussi, quoi, la trentaine? Oui, exactement. Donc, il y a plusieurs années devant aussi. J'espère. Puis, oui. Puis, on le vit également au jour le jour. Je pense néanmoins que la conversion était importante pour donner du sens, un véritable sens à la déconversion. Il faut mettre en contexte. Oui, oui, vraiment. Surtout que dans mon cas, j'ai été missionnaire chrétienne quand même. Donc, on parle pas juste de quelqu'un qui va à l'église une fois par semaine, mais on parle de Mélanie qui va à l'église le dimanche, là, 2 fois par semaine, 2 fois chaque dimanche, une fois pour mon travail de missionnaire. Donc, je visitais les différentes églises évangéliques de la région et j'allais à un autre service religieux à ma propre église. J'avais des études bibliques, des rencontres de prière et ça plusieurs fois par semaine. Donc, on parle vraiment de quelqu'un qui était profondément investi dans sa foi. Mais t'étais pas malheureuse? Pas du tout, non, au contraire, j'étais extrêmement heureuse et je te dirais même que jusqu'à aujourd'hui, j'oserais dire que mon emploi de missionnaire reste l'emploi qui a fait le plus de sens pour moi. Un emploi qui avait été fait quasiment sur mesure pour ce que je suis, dans tout ce que je suis, dans mon désir d'accompagner l'être humain, de l'amener dans la joie, de voyager, de découvrir l'autre, de découvrir le monde, d'ouvrir nos pensées, etc. Donc, mon emploi de missionnaire était idéal. Par contre, mais aujourd'hui, je ne pourrais plus être missionnaire parce que j'ai perdu la foi. La foi, l'avoir perdue dans le sens d'être athée, d'être agnostique, oui? Très bonne question. Donc, je reste quelqu'un de très spirituel, très intéressée, très curieuse. Moi, en ce moment où j'en suis, peut-être que vous me parlerez dans 5 ans, puis je serai plus là, mais je serai plus, je veux dire, au même endroit dans ma spiritualité, mais j'ai le goût de dire, j'ai vécu tellement de choses que j'ai de la difficulté à nier l'existence de quelque chose d'inexplicable. Là, je parle pas nécessairement d'un Dieu ou d'un paradis ou tout ça. Je ne sais plus, de quoi est fait le monde spirituel, mais je crois qu'il y a des choses que je ne peux pas expliquer.
Est-ce qu'on tient à quelque chose, on s'accroche, par exemple, à ses projets? C'est ce qui nous fait avancer. Quand Oui, on a un doute profond comme ça, là. Ah, à quoi on s'accroche pour avancer? Eh, mon Dieu. C'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question. Honnêtement, je ne saurais pas y répondre là, rapidement comme ça. Je me revois, tu sais, comme aujourd'hui, je m'accroche à moi-même, je m'accroche à mes projets, effectivement, je m'accroche au bout de la vie, mais je me revois dans l'intensité de la douleur, de la déconversion. Et chaque jour était extrêmement difficile. Là. À chaque jour, je me disais, j'aimerais mourir parce que je trouve ça très difficile, la déchirure de perdre tout ce à quoi j'ai cru pendant plusieurs années. Tu parles beaucoup des gens qui t'entourent présentement, des amis qu'on a eus, des gens qu'on a fréquentés. Tu parles pas très peu de ta famille. C'est vrai, très peu de ma famille, oui, tu as raison. Je souriais quand Sylvie me disait ça, je parle beaucoup des gens qui m'entourent parce que, en fait, ma page de remerciements est bien comblée parce que, effectivement, pour moi, les gens qui m'entourent sont importants. Chaque personne qui a fait partie de mon chemin, mes amis chrétiens, mes profs, les amis que j'ai aujourd'hui sont très importants. Ma famille, oui, j'ai ma mère, en fait, qui est très présente, vraiment soutenante, mais je dois vous avouer que je ne suis pas une personne très, très proche de sa famille. Ma mère est toujours présente, j'ai un grand frère aussi, avec qui je communique quand même régulièrement. J'ai des oncles et des tantes qui vont être bien fiers, des cousins et des cousines aussi. Là, je suis sûre, j'ai bien hâte de leur écrire aujourd'hui pour leur dire tout ça. Mais sinon, je suis plus quelqu'un qui est entouré, effectivement, par des amis, par des étudiants, par des gens que j'aurais choisis. En fait, tu as choisi ta nouvelle famille. Oui, oui. Encore une oui, fois. On peut dire ça. Eh bien, on va y aller avec une autre pièce. Michel Rivard, de son album « Roi de rien ». C'est vrai qu'on est roi, reine de rien. Et on avance. C'est la pièce que je t'offre à l'instant. Je marche avec en laisse le souvenir de mon chien, tous mes changements d'adresse et tous mes lieux communs. Le kid au coin de la rue, c'est moi quand j'étais petit. Pas sûr qu'il m'a reconnu quand je lui ai dit merci. La ville sent bon la neige, le ciel est sans tracas. On dit que les jours s'abrègent, mais je m'en fais pas. Demain n'est jamais celui qu'on pense. Demain n'est jamais celui qu'on pense. Et on avance. Et on avance. Pourquoi tu m'as souri? T'étais pas bien toute seule. Qu'est-ce que tu lui trouves, ma gueule? Dis-moi, qu'est-ce qui t'a pris? Moi, le cerf fébrile, et toi, la biche effarouchée. La nuit était fragile, le ciel nous a touchés. Décembre est une promesse, la rue met ses couleurs. On dit que l'amour blesse, mais ça me fait pas peur. Demain n'est jamais celui qu'on pense. Demain n'est jamais celui qu'on pense. Et on avance.
fatigué, cherche quelque chose. Et chaque pas qu'elle pose est une éternité. Mais nos regards se croisent en sourire malhabile. Quand deux âmes s'apprivoisent, alors les mots sont inutiles. Le soleil de 4 heures est pas loin de se coucher. La ville est une rumeur de froid feutré. Demain n'est jamais celui qu'on pense. 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 Pièce de Michel Rivard qui dit « La vie sent bon la neige, oui, en plein été indien, c'est bon de le dire, c'est à nos portes, mais pour le moment, on profite des beaux jours. » Mélanie, comment on fait pour te suivre? Il y a peut-être un collectif qui s'en vient aussi. Oui, tout à fait. Donc, je travaille... je vous ai dit déjà qu'il y aurait une suite à ce livre-là. Il y aura aussi un projet que je dirige en ce moment. On est une dizaine d'auteurs de différentes religions et spiritualités qui ont tous vécu une déconversion. Et on va parler de qu'est-ce que ça implique de se déconvertir, mais surtout qu'est-ce que ça implique de se reconstruire aussi après la déconversion. Donc, surveillez ça dans la prochaine année. J'espère bien. Sinon, pour me suivre, je vous invite à me suivre sur Facebook ou sur Instagram. Donc, Mélanie Gagné, Coaching Voyage. Donc, cherchez ça, Mélanie Gagné, Coaching Voyage. Vous allez voir toutes mes publications, toutes mes aventures. Pour acheter mon livre, vous pouvez aller bien sûr là, sur Facebook et Instagram. Vous verrez le lien vers ma boutique. Mais sinon, vous pouvez vous rendre directement sur mélaniegagné.com, section boutique. C'est le premier item, là, donc mon livre qui s'appelle Déconversion. On parlait aussi de voyage. Il y a eu une belle rencontre avec Pilou, entre autres, et des circuits comme ça qu'on peut faire avec toi, avec les gens aussi. C'est toujours amusant. J'ai une chaîne YouTube, c'est vrai. Vous pouvez aller me suivre sur ma chaîne YouTube. Encore Mélanie Gagné, Coaching Voyage. Je m'amuse, là, surtout en temps de pandémie, à découvrir le Québec et à vous faire découvrir aussi des montagnes, des sentiers de randonnée. Mais récemment, je me suis mis à visiter des villages. Donc, je rencontre là, le maire ou la mairesse ou des conseillers municipaux et ils me font visiter leur village bien généreusement. Donc, allez sur ma chaîne, là, récemment, j'ai mis Saint-Adrien, Saint-Camille, Chartierville, Saint-Georges-de-Windsor et Dodswell, là, va sortir demain probablement ou lundi. Et je vous invite à regarder les bloopers. J'ai bien ri dans mon vidéo de Dodswell. J'ai eu des gens qui m'ont fait de superbes scènes manquées. C'est dire. Mélanie Gagné ici, c'est une femme de tête, une leader dans toutes sortes de perspectives, de projets sur la table. Mélanie, merci beaucoup d'être passée. Merci et à je toi, vais Sylvie. t'offrir, en terminant, puisque tu disais être une femme qui aime le chocolat, ben crème caramel ici, une pièce de Brigitte Saint-Aubin. Merci. Y a du lait sur ma page, des pensées pas très sages, des images qui s'éveillent, me ringuent au miel. Y a du miel sur mes doigts, ça me donne envie de toi. Quand je pense à tes formes, baba au rhum, pensée, crème caramel, fondant au chocolat, mousse au mocha, c'est charnel, c'est charnel. Une cerise
mousse au mocha, c'est charnel. C'est charnel. Y a de la crème dans ma bouche, ça peut paraître louche, un peu comme l'eau du Gange, gâteau des anges. Y a du sucre sur mon sexe, il faut pas que ça vous vexe. C'est comme un long point d'orgue, un sucre d'orge. Pensez crème caramel, fondant au chocolat, mousse au mocha, c'est charnel. C'est charnel. Pensez crème caramel, fondant au chocolat, mousse au mocha, brioche à la cannelle, petit baklava, grosse viennoise, gâteau